Alors, rebonjour. Aujourd'hui, à ce moment, on va aborder la section 3.8 qui traite de l'effet Doppler. Qu'est-ce que l'effet Doppler? L'effet Doppler, c'est un phénomène physique par lequel la fréquence émise par une source va sembler être affectée du point de vue de l'observateur euh, en raison soit du mouvement de la source elle-même ou du mouvement de l'observateur. Euh, Vous avez déjà entendu, par exemple, une voiture de police ou une ambulance passer tout près de vous, et lorsque celle-ci s'en vient vers vous, comparé au moment où elle vient tout juste de vous dépasser et aller dans l'autre sens, vous allez sentir un changement important dans le son que vous entendez. Et ça ne sera pas une question d'intensité parce que la voiture ou l'ambulance est à quelques mètres devant vous ou à quelques mètres derrière vous et ça pourrait pas expliquer la variation du son. Ce qui change en réalité, c'est la fréquence telle que vous l'apercevez. On va voir que c'est dû soit au mouvement de l'observateur qui va affecter la vitesse apparente de la propagation des ondes dans l'air, ou bien au mouvement de la source qui va affecter physiquement la longueur d'onde des ondes émises. Et comme on sait que la fréquence est reliée à la vitesse et à la longueur d'onde, on voit bien qu'il y aura un effet sur la fréquence. Cet effet-là, en passant, il est utilisé dans beaucoup de secteurs. Euh, on l'utilise notamment pour mesurer la vitesse du flux sanguin dans les artères en focalisant un faisceau laser sur une artère et en regardant comment le mouvement de pulsation de l'artère va affecter la fréquence de la lumière. Donc, l'effet Doppler s'affecte à toutes les formes d'ondes, les ondes mécaniques, les ondes sonores et les ondes électromagnétiques, la lumière. Quand un policier pointe son revolver à effet Doppler sur vous pour détecter votre vitesse, il est en train d'utiliser l'effet Doppler que votre mouvement fait sur la fréquence de la lumière telle qu'il la reçoit. Et cet effet-là est utilisé, entre autres, par une compagnie pour laquelle j'ai travaillé qui a développé un radar qui est capable de détecter le mouvement d'un homme à plus de 10 km seulement par son mouvement. Même s'il va à très, très faible vitesse, l'effet Doppler sur la radiation permet de détecter un mouvement qui est toujours dans la même direction. OK, alors on va se tourner vers la diapo et on va commencer notre analyse du mouvement Doppler, de l'effet Doppler, pardon. Or ici, on voit une source qui émet un front d'onde qui se propage dans l'air à la vitesse de propagation dans l'air, donc mettons 343 mètres secondes, et on voit un observateur qui s'en vient vers le front d'onde. Pour cet observateur-là, la vitesse réelle, la vitesse effective de propagation des ondes va sembler être augmentée parce qu'il se rapproche lui-même des ondes. S'il s'éloignait, la vitesse effective semblerait réduite. Or, on sait que la fréquence est donnée par la vitesse divisée par la longueur d'onde. Si la vitesse est affectée en raison du mouvement de l'observateur, ben, il en résulte que la fréquence perçue va être différente de la fréquence émise. Lorsque l'observateur se rapproche de la source, la vitesse effective est augmentée. On mettra un plus au numérateur. Si l'observateur s'éloignait de la source, les fronts d'onde le rejoindraient plus difficilement, donc plus lentement. La vitesse effective serait diminuée et on mettrait un signe moins. Donc, si l'observateur se rapproche de la source, la fréquence lui semble augmenter. Si l'observateur s'éloigne de la source, la fréquence lui semble diminuer.
Voyons maintenant l'effet du mouvement de la source. C'est un effet complètement différent. La source, lorsqu'elle se déplace dans une direction, semble rejoindre ces fronts d'onde au fur et à mesure qu'elle les émet, et on voit bien que la longueur d'onde de ce côté-ci est diminuée. À l'inverse, de ce côté-là, la longueur d'onde est augmentée. Encore une fois, la fréquence dépendant de la vitesse et de la longueur d'onde. Si la longueur d'onde est affectée, évidemment, la fréquence va être affectée. La longueur d'onde, une longueur, c'est une vitesse fois un temps. Or, la vitesse du son dans l'air fois la période d'oscillation de l'onde, plus ou moins la vitesse de la source fois la période. Donc, la vitesse de la source va affecter la longueur d'onde par ce terme-ci, la vitesse de la source fois la période. Maintenant, lorsque la source se déplace vers l'observateur, on voit que les fronts d'onde sont raccourcis. Le résultat, c'est d'augmenter la fréquence. À l'inverse, si l'observateur était ici, la source s'éloigne, la longueur d'onde est diminuée, le résultat est de... La longueur d'onde, pardon, est augmentée. Le résultat est de diminuer la fréquence. C'est ce qu'on retrouve ici. Donc, au dénominateur, lorsque la source se rapproche de l'observateur, le résultat doit être d'augmenter la fréquence, on utilisera un moins. Lorsque la source s'éloigne de l'observateur, le résultat doit être de diminuer la fréquence, on utilisera un plus. Et vous voyez que l'interprétation des signes est différente. Plus ici, parce que c'est au numérateur, moins parce que c'est au dénominateur, mais dans ce cas ici comme dans l'autre, si on s'approche de la source ou si la source s'approche de l'observateur, le résultat doit être d'augmenter la fréquence. Alors, je vais aller regarder un exemple qui est l'exemple 3.8. On va aller le lire dans le manuel. Or, on va aller au manuel à la page 109 pour regarder le contenu de cet exemple-là. OK. Alors, on a un système d'alarme ici qui émet un ultrason à 30 kHz. Un cambrioleur marche vers l'émetteur-récepteur à une vitesse de 1,20 mètres seconde et on pose 3 questions. Quelle est la fréquence de l'onde incidente vers le cambrioleur? Le cambrioleur va recevoir une onde. Quelle est la fréquence telle qu'il la percevra? Maintenant, cette onde-là va être réfléchie par l'observateur vers l'émetteur-récepteur. On va demander quelle est la fréquence de l'onde réfléchie telle qu'elle est perçue par l'émetteur-récepteur et quelle sera la fréquence du battement. On va retourner au diapo et on va regarder comment résoudre cet exemple-là. OK. Alors, regardons. Alors, premièrement, quelle sera la fréquence telle que perçue par le cambrioleur? Le cambrioleur, ici, ce sera notre observateur. L'effet qu'il ressent est dû à sa vitesse par rapport à l'onde. Il augmente ou réduit la vitesse effective de l'air. Or, la formule générale, c'est celle-ci. Dans notre cas, la source est immobile, elle émet du son. La source est immobile, mais l'observateur se déplace. Donc, l'effet sera au numérateur. Et le résultat, on se rapproche, on doit augmenter la fréquence, on utilisera un signe plus. Et au dénominateur, c'est 0 parce que la source ne se déplace pas. Le résultat, on a émis 30 kHz, l'observateur percevrait 30,105 kHz. Évidemment, c'est un ultrason, il ne pourra pas l'entendre. Maintenant, l'onde est rebondie sur l'observateur, sur le cambrioleur, et se dirige vers l'émetteur-récepteur. C'est cette fois le cambrioleur qui devient la source. C'est de lui qu'émanent les fronts d'onde. L'effet sera maintenant, l'observateur, cette fois-ci, c'est le détecteur et sa vitesse est nulle.
Et l'effet maintenant sera le mouvement de la source au dénominateur. La source se rapprochant de l'observateur, le résultat doit être d'augmenter la fréquence. On utilisera un moins. Or ici, ce serait 343 moins 1,2 mètres seconde. Et quand on fait le calcul, on trouve que la deuxième fréquence, celle reçue à la source, est de 30,211 kHz. Et la fréquence de battement, ben, c'est cette fréquence-là moins celle qui est envoyée, 0,211 kHz. Dépendamment de l'électronique qu'il contient, l'émetteur pourrait savoir si cette fréquence-là correspond à un mouvement possible d'un être humain ou si c'est un défaut de l'appareil. On va aller traiter cette fois-ci d'un problème qui est le problème 61 au chapitre 3. Donc, de nouveau, au manuel, on va, page 117, on va aller lire le problème et on va s'attaquer à le résoudre. Or, on a une chauve-souris qui émet des ultrasons et qui utilise l'écho, on appelle ça de l'écholocation, je vais en parler un tout petit peu tout à l'heure, pour se diriger. La chauve-souris se déplace à raison de 8 mètres secondes vers un mur et émet un ultrason de fréquence de 40 kHz. Quelle est la fréquence de l'écho telle que perçue par la chauve-souris? Donc, l'ultrason arrive sur le mur et réfléchit et revient à la chauve-souris. Ça ressemble à l'exemple 3.8. Maintenant, entre la chauve-souris et le mur, il y aura aussi un insecte. Et la chauve-souris capture un écho, reçoit un écho qui a une fréquence différente, qui est à 41 kHz, qui provient de la réflexion de l'ultrason sur un insecte en mouvement. Quelle est la vitesse de l'insecte? Alors, on va retourner à nos diapos et on va voir comment résoudre ce problème. OK. Alors ici, dans la partie A, on a une chauve-souris. Voici ma chauve-souris. On a un mur. La chauve-souris émet un ultrason. VR, c'est la vitesse du son dans l'air. Cet ultrason-là, la fréquence F, va être réfléchi par le mur et revient. Au moment où il fait contact avec le mur perçoit, si j'ose dire, une fréquence F'. Le mur devient alors une source qui réémet la fréquence F', et on verra quelle sera la fréquence détectée, perçue par la chauve-souris. Or, pour la fréquence F', on a la vitesse de l'air plus ou moins la vitesse de l'observateur divisé vitesse de l'air plus ou moins la vitesse de la chauve-souris. L'observateur, c'est le mur, donc vitesse 0. La source, c'est la chauve-souris, vitesse 8. Et comme elle se rapproche du mur, son résultat doit être d'augmenter la fréquence, d'où l'utilisation du signe moins. Ici, on introduit le 40 kHz d'origine. Le mur, s'il avait des oreilles, percevrait 40,955 kHz. Le mur, maintenant, devient la source à une vitesse 0, mais il réémet le son en direction de l'observateur, qui est la chauve-souris. La chauve-souris se déplace vers le mur, donc son résultat doit être d'augmenter la fréquence, d'où l'utilisation du signe plus. Le mur est à une vitesse 0. On utilise F', le 40,955, et la chauve-souris percevrait une fréquence de 41,91 kHz. La deuxième question. Alors là, il y a un insecte. Voici mon gros bourdon. La chauve-souris, c'est encore elle, se déplace à 8 mètres secondes, émet un son qui va être réfléchi par le bourdon et revenir. Et on veut savoir quelle sera la fréquence perçue par la chauve-souris. On va faire l'hypothèse que l'insecte se dirige vers le mur. Pourquoi? Parce que le 41 kHz qui est perçu est plus petit que le 41,91 kHz revenant du mur. Donc, le bourdon semble s'éloigner puisqu'il réduit la fréquence comparée à celle perçue par le mur.
enfin, reçu par le mur. On va combiner nos deux effets en un seul. Ici, on voit le premier effet pour calculer f' tel que perçu par le bourdon, et ensuite le deuxième effet pour calculer f seconde tel que perçu par la chauve-souris. Dans le premier mouvement, on a mis un moins pour l'insecte qui est l'observateur et on a fait l'hypothèse qu'il s'éloigne. Son résultat doit être de réduire la fréquence, d'où l'utilisation du signe moins. La chauve-souris se rapproche du bourdon. Son effet, peu importe ce que serait le mouvement du bourdon, devrait être d'augmenter la fréquence, d'où l'utilisation d'un signe moins au dénominateur. Au retour, la chauve-souris se rapproche du bourdon et le résultat doit être d'augmenter la fréquence, d'où un signe plus. Mais le bourdon s'éloigne de la chauve-souris et le résultat doit être de diminuer la fréquence, d'où l'utilisation du signe plus. On introduit les chiffres et on calcule que la vitesse de l'insecte est de 3,77 mètres secondes. Bon, qu'est-ce qui serait arrivé si on avait fait l'hypothèse inverse? Parce qu'a priori, on ne connaît pas le mouvement de l'insecte. Ben, si on avait fait l'hypothèse inverse, ce qui serait arrivé, c'est que notre résultat aurait été de moins 3,77 mètres secondes. Et comme vous voyez que V insecte ici est utilisé comme un scalaire, trouver à la fin une vitesse négative nous aurait indiqué que notre hypothèse était fausse et qu'en réalité, l'insecte allait dans la direction en s'éloignant de la chauve-souris. Alors, ceci complète ma petite présentation sur l'effet Doppler, mais on va aller voir quelques applications plus larges de ce qu'on vient de voir sur les ultrasons. Lorsque des ondes lorsqu'un objet, la source émettrice de son se déplace à une vitesse plus grande que la vitesse du son dans l'air, ben, on observe ce qu'on appelle le mur du son, et un cône qui va transporter l'onde de pression jusqu'au sol. On peut effectivement voir un effet similaire d'ondes allant à une vitesse superluminale. On appelle ça l'effet Cherenkov. Lorsque des particules se déplacent dans un milieu à une vitesse qui est plus grande que la vitesse de la lumière dans le même milieu, on observera un même genre de cône de lumière. Parlons d'écholocation. Comment la chauve-souris sait-elle voir ce qu'il y a devant elle dans l'espace? Ben, la chauve-souris émet par son nez, elle émet des ultrasons à de très hautes fréquences. On parle ici d'une espèce de chauve-souris qui émet entre 100 et 150 kHz. Les ultrasons vont rebondir sur des objets, vont être perçus dans les oreilles, et à ce moment-là, à chaque fois qu'un ultrason est émis, se met en branle dans le cerveau de la chauve-souris tout un paquet de petites horloges moléculaires, et elle va être littéralement capable de mesurer le temps d'aller-retour, et elle sait beaucoup de choses, elle sait quelle est la vitesse du son dans l'air, par le temps qui est donné par l'expression ici, 2 fois la distance, donc la distance aller-retour divisée par la vitesse, elle est capable de déduire la distance à des objets. Elle est donc capable de faire une carte tridimensionnelle de l'espace devant elle. Et la technologie moderne s'est énormément beaucoup inspirée de ce que font les chauves-souris. La chauve-souris est en effet aussi capable d'utiliser l'effet Doppler pour savoir si le bourdon s'éloigne ou se rapproche d'elle. Les sous-marins sont tout à fait aveugles dans l'eau, mais leurs yeux sont... la fonction de leurs yeux est prise en charge plutôt par ce qu'on appelle un sonar. Un sonar va utiliser un cristal piézoélectrique pour émettre des ondes ultrasonores dans l'eau. Un piézoélectrique va prendre
une énergie électrique qui va... Alors, le piézoélectrique, c'est un cristal qui contient plusieurs plans d'atomes et en envoyant une impulsion électrique aux bornes du cristal, on va faire alterner, osciller la distance entre les plans d'atomes et ce cristal-là qui oscille va émettre une onde de pression. Lorsqu'au contraire, il reçoit une onde de pression, celle-ci va faire vibrer les plans d'atomes qui vont émettre un signal électrique à la fréquence reçue. On utilise le terme de transducteur justement pour dire que il va y avoir une conversion d'énergie d'un signal électrique à un signal mécanique et d'un signal mécanique à un signal électrique. Donc, les sous-marins vont envoyer dans l'eau un son, un ultrason, et par la mesure du temps de vol dans l'air, de déplacement, pas dans l'air, mais dans l'eau, de l'ultrason, va être capable de détecter, de savoir la distance à un objet qui pourrait être un sous-marin, et un autre sous-marin, et en utilisant l'effet Doppler, va être capable de calculer sa vitesse avec une très très haute précision, et connaissant sa vitesse, peut en quelque sorte prédire son mouvement. On se sert également beaucoup d'ultrasonique pour faire de l'inspection dans les matériaux. Alors imaginez ici un transducteur qui émet un ultrason. Si l'ultrason frappe une discontinuité, il va être réfléchi et il peut être réfléchi et retourné au même transducteur qui va recevoir un écho, comme la chauve-souris, et qui va être capable de dire il y a quelque chose, un défaut, une fissure à telle profondeur dans le matériau. On peut avoir aussi un receveur de l'autre côté, on peut avoir le receveur et l'émetteur du même côté. On peut prendre ces transducteurs-là et les déplacer à la surface d'un matériau. Et on se trouve ainsi à faire la carte tridimensionnelle de toute la profondeur du matériau qu'on inspecte, vérifier s'il a la santé et la qualité voulue. Dans une vie antérieure, j'ai fait exactement ce genre d'inspection, mais pour nous, les pastilles transducteurs étaient remplacées par des lasers. On avait un laser qui, par la chaleur qu'il déposait dans le matériau, lançait une onde d'expansion à l'expansion thermique. Ça devenait un ultrason. Et on avait aussi un laser qui remplaçait le détecteur et faisait par interférométrie laser, ce dont on va parler à la fin de ce module-ci, était capable de voir l'arrivée des ultrasons qui font bouger la surface de la pièce, pas par très grand, on parle de fractions de nanomètres. On était capable de détecter les ultrasons et de faire la cartographie 3D des matériaux. On a tous évidemment entendu parler des applications de l'échographie dans le domaine médical. C'est exactement la même chose. Ici, on a un émetteur-récepteur qui envoie des ultrasons dans la cavité abdominale. Les ultrasons sont réfléchis par toutes les interfaces. Ici, c'est le crâne du bébé, son nez. On peut voir sa poitrine, ses jambes. En déplaçant la barrette, parce qu'en fait, ce n'est pas un seul transducteur, c'est une barrette qui peut contenir des milliers de transducteurs individuels. En la déplaçant, on peut faire une carte 3D complète du bébé, ou en fait de tout organe, parce qu'on sert l'échographie médicale pour toutes sortes de diagnostics. En fait, on verra un peu plus loin qu'en affectant la phase des différents émetteurs-récepteurs, on va pouvoir décider à quel endroit on concentre l'énergie à différents moments pour avoir une meilleure résolution, de la même façon qu'on a appris qu'on peut focaliser la lumière pour percevoir une image claire. On peut littéralement, vous voyez ici, on voit les organes internes, le cerveau,
on voit la colonne vertébrale. En ajustant correctement les paramètres de l'appareil, on peut faire une carte extrêmement précise du fœtus. Alors, voici donc une des applications encore très intéressantes de l'échographie, de l'écholocation. Alors, c'est ici que se termine cette capsule. Pour la prochaine, on commencera à appliquer nos connaissances des ondes à la lumière. Alors, bonne lecture et bonne étude.